Ils étaient 4, ils ne se connaissaient pas et ils se sont rencontrés un jour de mars 2004 en cour d'assises de Draguignan. Ce sont les avocats d'Émile Louis, le boucher de Livonne, condamné à 20 ans de réclusion pour viol avec acte de torture et barbarie. Dans le documentaire Les avocats du salopard, Joseph Beauregard explore les coulisses d'un procès hors du commun où les avocats affrontent la presse, plaisantent et se réconfortent, et où, ensemble, ils fabriquent la défense de l'ennemi public numéro 1. Thibault avait un peu plus de 30 ans lorsqu'il a dû défendre Christian Beaulieu. Une affaire qui à l'époque a fait grand bruit. Et qui, par son essence même, met en perspective le rôle d'avocat du diable. Vous écoutez Transfert épisode 171, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Attention, ce témoignage aborde un sujet sensible. Un avertissement qui en précise le contenu est disponible à la fin du texte de description de l'épisode. En mai 2006, c'est à Moulins-en-Gilbert, dans le Morvan, donc dans le département de la Nièvre, un enfant de 3 ou 4 ans qui disparaît un soir, c'était un samedi soir, au cours d'une fête du village. L'enfant n'est pas surveillé avec d'autres enfants et en fait, il s'écarte un petit peu et tout le monde commence à le rechercher à partir de 11h30, minuit. On le retrouve le lendemain matin, il est à moitié enterré. Un enfant qui disparaît, un enfant qui est retrouvé, qui est à moitié enterré, au bord d'une rivière, un enfant qui a été violé et qui est mort ensuite. Donc c'est vrai que c'est un fait divers qui touche beaucoup le monde. Ça alerte beaucoup l'attention nationale, à tel point que le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, fait le déplacement sur place pour soutenir les gendarmes, mais aussi soutenir la famille. Ça prend une dimension avec une pression extrêmement forte. C'est pas du tout habituel qu'un ministre de l'Intérieur se déplace sur un fait divers. Beaucoup de gendarmes sont présents sur place pour procéder à l'enquête et essayer de retrouver, puisque dans les premiers instants, on ne retrouve pas qui est l'auteur de ce crime. Dès le samedi soir, il y a donc tous les membres de la fête qui participent aux recherches, qui se font à proximité. Et très rapidement, dès le dimanche matin, on retrouve le corps de l'enfant. Il y a les gendarmes qui arrivent et qui recherchent l'auteur des faits. Et c'est vrai que dans la mesure où on ne le retrouve pas immédiatement, avec la pression médiatique, beaucoup de moyens sont engagés. Il y a des dizaines de gendarmes pour procéder à l'enquête. Alors on s'interroge, c'est pleine campagne, c'est un petit village tranquille où on n'entend pas parler de tels faits. À ce moment-là, moi je suis de permanence du lundi au dimanche, donc de la semaine d'après. J'ai 31 ans, je suis avocat depuis 6 ans. J'ai exercé à Paris, à Ajaccio et ensuite donc je me suis installé à Nevers en 2003. Je suis encore jeune avocat à ce moment-là. J'ai un peu d'expérience, mais c'est vrai que je suis un petit peu stressé d'avoir à gérer éventuellement ce type de dossier. En 2006, à ce moment-là, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que, la profession d'avocat, de toute façon, implique, d'avoir un travail exigeant, qui implique souvent, d'avoir des dossiers à la maison, d'avoir pas forcément des horaires réguliers, que ce soit les audiences ou les rendez-vous qui sont tardifs. Les gardes à vue imposent d'avoir un calendrier surchargé et d'avoir des horaires qui sont parfois compliqués. Je suis appelé sur le portable de permanence et on me dit: «Maître de Sauze-la-Tour, vous êtes de permanence, c'est à vous d'intervenir pour ce dossier-là». Dans le dossier, du décès, du petit Mathias, on a arrêté un suspect. Je l'avais entendu parler, dans les médias, dans les journaux, régionaux et nationaux qu'on avait interpellé un suspect, je ne savais pas qui. C'est à ce moment-là, on m'indique que, c'est lui et que c'est moi qui vais l'assister. Donc je sais que c'est ce dossier-là, mais je n'ai aucun autre élément sur les preuves qu'il a éventuellement contre lui, sur les éléments à charge, sur les auditions, je n'ai aucun autre élément. Lorsqu'on m'appelle, je n'ai pas accès au dossier encore. Lorsque j'arrive au palais de justice, au tribunal, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le juge d'instruction qui est désigné et il m'explique qu'on a un dossier, très important. Il me le montre et je constate qu'il y a plus de 600 pièces. Je me dis plusieurs choses. Je me dis d'une part, ça va être compliqué, mais je me sens capable de le faire. Et d'un autre côté, je me dis, c'est une chance à ne pas laisser passer. Hein, c'est un dossier qui est passionnant humainement, quel que soit le positionnement du client, je ne sais pas du tout encore, mais c'est quelque chose qui est tout de même professionnellement passionnant. Donc c'est ce que je me dis. Je me dis, ça va être compliqué, mais ça va être passionnant. Donc je regarde rapidement le dossier. Donc dans le dossier, il y a toutes les auditions. Il y a les auditions
en garde à vue de mon client, Christian Beaulieu, et un procès-verbal de synthèse, plus d'autres pièces, des photographies, des états des lieux, les premières constatations qui sont faites sur place, donc énormément de pièces, ainsi que les auditions de mon client pour voir un petit peu quel est son positionnement. Est-ce qu'il reconnaît? Est-ce qu'il conteste? Je, vois dans ces dossiers de ces auditions qu'il y a une reconnaissance, des faits. Ensuite, donc je m'entretiens avec lui et je vois un monsieur complètement hagard, qui est vraiment totalement perdu sur ce qui lui arrive. Je suis même pas sûr qu'il comprenne qu'il a été placé en garde à vue, qu'il passe devant un tribunal. Il est vraiment complètement perdu et il me parle très peu. Je lui explique, les éléments de procédure, à savoir qu'il va passer devant le juge d'instruction et je lui dis, comme il a le droit d'ailleurs, que lors de cet interrogatoire, il faut qu'il se taise pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il n'est pas en état de parler, et 2, parce que je n'ai pas le temps de préparer une défense, je dirais correcte, puisque je n'ai pas le temps de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier. Donc je lui dis: «Vous vous taisez, vous serez réinterrogé plus tard par le juge d'instruction et on verra à ce moment-là dans quelle position, vous serez et quelle attitude vous pourrez avoir, quelle réponse vous pourrez apporter à ces questions». Compte tenu de la nature des faits, compte tenu du poids politique et médiatique, ce ne sont pas des gendarmes, que l'on peut voir habituellement de la Nièvre, que je connais et que je côtoie assez souvent. Ce sont des gendarmes mobiles qui arrivent, avec gilet pare-balles, le casque, la mitrailleuse et c'est vrai que lors de l'entretien, certains me disent: «Non, non, on reste avec vous». Moi, je fais une fin de non-recevoir, je dis: «Non, l'entretien est confidentiel avec l'avocat», donc je demande à ce que je puisse le rencontrer en dehors de tout gendarme pour éviter toute difficulté. Ce qui, après, intervention et du juge d'instruction et du procureur de la République, se fait sans difficulté, mais les gendarmes, à l'origine, ne voulaient pas que je rencontre seul mon client. Christian Beaulieu, à ce moment-là, il est hagard. C'est vrai qu'il fait pitié. Il a des vieux habits un peu sales, il fait pas net, il est pas lavé, il est pas rasé. Ses premières paroles, les premiers échanges avec lui sont pas très intéressants. J'ai l'impression de ne pas avoir quelqu'un qui intellectuellement est très vif. Donc c'est vrai que je me dis: c'est lui que, pendant une semaine, on a tous recherché, enfin la police a les gendarmes ont tous recherché. C'est ce petit monsieur, qu'on peut croiser dans la rue, qui ne ferait presque peur à personne. Il est pas très grand, il doit faire 1,60 m, il doit peser 45 kilos, tout mouillé. Quand on le voit, il est presque transparent, voire invisible. Il est placé évidemment en détention provisoire, ça faisait pas forcément de suspense compte tenu de la nature des faits, donc il part en prison et c'est vrai que juste après, il y a plusieurs journalistes qui me sollicitent pour me demander mes observations par rapport aux faits. Je ne suis pas préparé pour, répondre à cela, c'est quelque chose que l'on apprend que sur le tas, dans l'activité professionnelle et donc je réponds très peu aux questions, j'indique simplement que je vais préparer la défense avec mon client. Je comprends que lorsque ce sera le procès, ce sera très médiatisé, évidemment. Après, on verra par la suite. Je gérerai les médias, dans un deuxième temps lorsque ce sera le procès, lorsque ce sera l'audience. Je sollicite plusieurs confrères pour voir s'ils veulent intervenir avec moi et plusieurs me disent: «Ah non, un dossier comme ça, je préfère pas, ça va être compliqué, ça va être difficile». Parce que ça peut les placer en porte-à-faux, en faire une réputation de celui qui défend les méchants, les gros criminels. C'est pas forcément une image que l'on aime avoir, qu'on veut avoir. Donc moi, j'ai choisi la profession d'avocat, notamment pour faire du pénal et aussi pour défendre, ben, quiconque, n'importe qui, quels que soient les faits. Je me dis: «Ben, il a peut-être commis», il reconnaît, mais après est-ce qu'il va maintenir cette position? Je ne sais pas. En tout cas, il a peut-être commis des faits qui sont insupportables, qui font peut-être de lui un monstre aux yeux des gens, mais au moins, pour moi, c'est un homme, c'est un humain qui a droit d'être défendu, qui a peut-être des explications à apporter sur est-ce qu'il a commis les faits, s'il les a commis, pour quelles raisons. On a beaucoup de travail à faire et je pense que la défense de n'importe qui, quels que soient les faits, est quelque chose de fondamental. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce travail. Il est incarcéré à Dijon pour qu'il soit alors isolé et aussi un peu à l'écart parce que évidemment la maison d'arrêt de Nevers n'est pas très grande. Il y a beaucoup de gens qui sont
évidemment de la région de Nevers et peut-être aussi de Moulins-Gilbert. Donc pour éviter tout incident, compte tenu de la médiatisation, ils ont souhaité le mettre à l'écart, le mettre un petit peu plus loin pour que justement il n'y ait pas des gens qui le violentent ou fassent autre chose à son égard. Même à Dijon, il reçoit des menaces de mort de co-détenus, oralement, par écrit. Ses premiers jours sont très difficiles compte tenu des menaces qu'il reçoit de la part des autres co-détenus. Et c'est vrai qu'il est immédiatement placé à l'isolement avec interdiction, impossibilité de rencontrer tous les autres co-détenus. Je ne sais pas s'il y a des confrères qui essayent de me doubler. Je pense qu'il y en a. Des confrères qui ont pour habitude, ça se fait, d'écrire dans maison d'arrêt aux différents détenus. Je crois qu'il y en a un qui a écrit à Christian Beaulieu pour lui proposer ses services. Certains confrères qui proposent leurs services gratuitement dans des dossiers médiatiques pour se faire de la publicité et être connus. Il m'explique qu'il veut me garder, qu'il veut que je l'assiste pour tout le procès. Peu importe s'il a des propositions, il me choisira pour la suite du procès. J'en parle à mon épouse, je lui explique que ça va me prendre beaucoup de temps, évidemment. Elle me dit qu'il n'y a aucune difficulté, que c'est mon travail, que c'est un dossier qui va être passionnant, qui va être très difficile, mais elle me soutient à 100% pour que je gère ce dossier. Même sur la nature des faits, il n'y a aucune difficulté. Elle est magistrate, donc elle sait que l'avocat est indispensable. On s'est rencontrés en études de droit, donc quelle que soit la nature des faits, il n'y a aucune difficulté pour que j'intervienne dans ce dossier. Dès le lundi, je reçois mon permis de communiquer pour aller le rencontrer en prison. Donc je le découvre un peu plus. Alors, il est évidemment moins hagard que lors de sa mise en examen, lors de la première fois que je l'ai rencontré. Il est plus calme. Il me dit simplement qu'il n'a rien fait. Ce qu'il a dit en garde à vue lors de ses auditions, c'est pas la vérité, qu'il a menti aux gendarmes. Il m'explique que les gendarmes lui ont mis la pression et qu'il a déballé tout cela à la demande des gendarmes. Ça fait partie du jeu, ça va être compliqué, mais on va travailler là-dessus. Très rapidement, je commence à examiner donc l'intégralité des pièces du dossier, des éléments à charge et à décharge. Et c'est vrai que je me rends compte que certes, il a avoué de façon très détaillée, sauf que les gardes à vue ne sont pas filmés. Donc, j'ai pas forcément la certitude que ce qui est retranscrit correspond à ce qui a été dit. Et c'est vrai que, au fur et à mesure du temps, je le rencontre régulièrement, je me rends compte que Christian Beaulieu n'est pas quelqu'un qui est capable de faire un discours construit, régulier, cohérent, de plusieurs minutes. C'est plutôt quelqu'un qui répond à des questions par des réponses brèves. Pourtant, quand je vois les auditions en garde à vue, je me rends compte que ces auditions, c'est retranscrit comme un long discours, c'est-à-dire qu'il y a très peu de questions et de très grandes phrases qui sont faites. Je me dis, mais est-ce que c'est sa parole qui est retranscrite ou alors est-ce qu'on l'a un petit peu aidé? Ce qui est humain, je peux comprendre les gendarmes de dire, d'essayer de pousser et d'essayer de dire, on a quelqu'un, on a certains éléments de preuve contre lui, est-ce que c'est lui? Sincèrement, je m'interroge sur la sincérité de ses aveux. Au-delà des aveux, on n'a pas d'ADN qui est exploitable au moment des faits. Et les témoignages qui amènent à l'interpellation de Christian Beaulieu sont, à mon avis, plutôt légers, puisque les descriptions qui sont faites ne correspondent pas toutes. On a quelqu'un qui a une casquette, qui a pas de casquette. On a quelqu'un qui est grand, qui est petit, qui est pas moustachu, qui n'est pas moustachu. Donc c'est vrai qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas forcément cohérent sur l'interpellation de Christian Beaulieu. Donc c'est vrai que je me pose des questions. Les témoins qui permettent l'interpellation de Christian Beaulieu sont des gens qui ne participent pas à la soirée, qui sont aux alentours et des jeunes qui sont venus se promener aux alentours et qui voient la présence de quelqu'un qui a l'air bizarre. On arrive, on se pose des questions par rapport à Christian Beaulieu. On se rend compte qu'il était peut-être sorti à ce moment-là, que même s'il n'a plus de casier judiciaire, il a été condamné précédemment pour des faits d'atteinte sur mineur. C'est le marginal du village. Il est en couple avec une femme qui, elle aussi, est une marginale. Ils sont dans la misère absolue. Il fait les poubelles régulièrement de la ville pour récupérer de quoi manger. Je suis même pas sûr qu'il touche régulièrement le RSA. Il a très peu de ressources. Son appartement était rempli d'immondices. C'est presque le syndrome de Diogène où il gardait tout, il conservait tout à son domicile. Et c'est vrai qu'il récupérait des tas de choses dans les poubelles, par terre,
inventaire des vieux meubles, des vieux objets. C'est vraiment la personne que l'on pointe du doigt dans le village. Parfois on s'en moque, parfois, on dit du mal, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, on disait: «C'est Christian Beaulieu qui a fait ça». C'est pas un challenge, c'est une information en plus, c'est un élément du dossier de dire, ben, ce type-là est un marginal, ce type-là est peut-être accusé parce qu'on l'aime pas, parce qu'il est pauvre, parce que, c'est la misère, parce qu'on n'a pas envie de voir ce qu'il est réellement. À la fin de l'instruction, je participe à une reconstitution extrêmement longue qui commence, en milieu de matinée et qui finit à 1 heure ou 2 heures du matin. Dans la mesure où le juge d'instruction souhaite refaire les gestes et que l'on participe à un moment où l'on voit bien, et ensuite que l'on se retrouve dans la situation qui était celle au moment des faits, à savoir une nuit très nuageuse où il y avait très peu de lumière pour voir ce qui était possible de faire ou de ne pas faire, dans la mesure où Christian Beaulieu, lui, ne reconnaît pas les faits, donc il y a quelqu'un qui prend sa place et qui refait les gestes qui apparaissent dans ses déclarations de garde à vue, puisqu'il a fait des déclarations de garde à vue où il décrit certains éléments, que ce soit la traversée, puisqu'il y a un petit pont, enfin c'est un poteau en béton qui surplombe la rivière, donc il y a la traversée qui est faite par le gendarme qui prend la place de Christian Beaulieu. On s'approche de l'endroit où l'enfant a été enterré. On fait le cheminement qui est décrit avant et après par Christian Beaulieu dans ses déclarations de garde à vue. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il y a des photographies qui sont prises par les gendarmes de la situation, des éléments qui sont décrits et on vérifie la compatibilité des déclarations de garde à vue et des déclarations des témoins aussi par rapport aux faits tels qu'ils ressortent des constatations des enquêteurs et des constatations du médecin légiste. La moitié du village est complètement bloquée puisque, c'est à proximité de la place principale. Pendant toute la reconstitution, Christian Beaulieu a un gilet pare-balles puisque, il avait reçu des menaces donc de détenus, mais je crois qu'il avait reçu préalablement des menaces aussi de personnes extérieures. S'agissant d'un tueur d'enfants, c'est vrai que, il était, menacé, donc il avait casque, gilet pare-balles pendant toute la reconstitution pour éviter que quelqu'un vienne et le violente ou lui tire dessus. Pendant toute la reconstitution, Christian Beaulieu est entouré par plusieurs gendarmes. Il y a toujours un gendarme qui le tient avec une sorte de longe qui est tenue aux menottes. Voilà. Donc c'est toujours compliqué puisque j'ai le droit, en tant qu'avocat, d'échanger avec mon client à n'importe quel moment. La reconstitution donc a lieu sur place à proximité d'une salle des fêtes. Plusieurs moments, je réussis à m'isoler avec lui dans une pièce de la salle des fêtes qui est gardée à l'extérieur par les gendarmes pour pouvoir échanger avec lui sur les éléments, sur son état d'esprit aussi, parce que la reconstitution, c'est une pression pour lui qui est compliquée à gérer. Au fur et à mesure du temps, j'avais quand même pris un petit peu la mesure de la personnalité de Christian Beaulieu et je sentais que c'était quelqu'un qui était fragile psychologiquement, intellectuellement, socialement, à tous les niveaux. Donc c'est vrai que je ne savais pas du tout comment il pouvait réagir. Donc c'est vrai qu'il fallait un peu le cadrer pour pas qu'il s'énerve, pour qu'il reste calme à ce moment-là. Après la reconstitution, donc l'instruction se finit et donc le premier procès a lieu à Nevers. Le procès est sur une semaine, début décembre 2007. Il y a énormément de témoins qui sont convoqués, beaucoup de personnes qui étaient présentes le soir des faits à la salle des fêtes, les personnes qui ont mis en cause Christian Beaulieu, pas forcément partie de la fête, en tout cas ceux qui ont permis son interpellation, témoins de personnalité avec, des membres de la famille de Christian Beaulieu, très peu. Il n'avait qu'une sœur qui avait très peu de nouvelles de lui, qu'il connaissait très peu, en fait. Les assises, c'est toujours stressant, compte tenu de l'enjeu, puisque la personne qui comparaît devant la cour d'assises, l'accusé, encourt une peine criminelle, donc au moins 15 ans, et en l'occurrence, là, la peine encourue était de la réclusion criminelle à perpétuité. Et en plus, à cela s'ajoute la pression médiatique, puisque quelques jours avant, j'avais eu des appels de chaînes d'infos qui souhaitaient avoir des informations, mon positionnement par rapport aux faits. C'est un petit peu la pression, c'est un peu compliqué à gérer, mais j'essaye de rester dans ma bulle, de la bulle de mon dossier, d'essayer de mettre à l'écart la pression médiatique pour me concentrer sur le dossier et défendre au mieux Christian Beaulieu en fonction des éléments dont je dispose à ce moment-là et qui apparaîtront en cours de procédure. D'un côté, on a le stress qui nous pousse à aller de l'avant et nous dit: «Bah, c'est
pour ça qu'on fait le travail. C'est-à-dire que, avoir un procès comme cela, c'est passionnant intellectuellement, émotionnellement, humainement, mais d'un autre côté, c'est la pression est tellement forte qu'on a une qu'une envie, c'est partir à l'autre bout du monde. J'ai un moment où je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là?» J'ai tellement de stress que j'ai envie de partir et d'arrêter. J'ai entre mes mains l'avenir, la liberté de cet individu qui aujourd'hui, au début de procès, conteste encore les faits et dit: «Je n'ai rien fait». J'ai malgré tout de l'empathie, hein, évidemment pour lui. J'ai une grande empathie parce que je me dis: «C'est un pauvre type, qui n'a pas forcément demandé quoi que ce soit et qui se retrouve là, peut-être un peu perdu». Pour moi, les preuves au début de procès sont assez légères, elles sont contestables et je m'apprête à essayer de le faire. Même pour les suspensions d'audience où il peut un petit peu sortir pour fumer une cigarette, il est entre 4 ou 5 gendarmes ou policiers. Il est, avec un gilet pare-balles et un casque. Il y a que dans la salle d'audience où on lui retire, cet arsenal, on lui retire le gilet pare-balles et on retire le casque pour que tout le monde puisse le voir. J'arrive, la salle d'audience est pleine de journalistes et surtout de la famille, ainsi que de gens du village qui sont là, pour assister, pour soutenir, parce que ça a tellement choqué que tout le monde veut être là. Et c'est vrai que j'arrive un petit peu et je sens, la pression contre moi, je sens, évidemment, presque la haine à l'égard de mon client qui, évidemment, va un petit peu sur moi puisque je suis le conseil du client. J'ai porté sa parole au cours de ce procès et c'est vrai que je sens aussi sur moi des regards qui sont, assez difficiles. Les parents sont là, ce qui est légitime, ils ont une douleur, ils ont une souffrance. Qu'il y ait du public, c'est légitime, c'est normal. Qu'il y ait aussi une, haine ou une rancœur de la part des membres de la famille, je le comprends tout à fait. Après, c'est pas parce que je le comprends que c'est facile à vivre. Devant la cour d'assises, quel que soit le dossier, on sent toujours les émotions des uns et des autres qui apparaissent puisque, lorsqu'on s'avance et lorsque, le client est interrogé, c'est vrai que j'ai l'impression aussi d'être attaqué. Voilà, je pense que pour faire ce métier, on doit avoir de l'empathie pour les gens et nécessairement quand on a de l'empathie, lorsque celui qu'on défend, qu'on assiste est attaqué, est presque agressé à l'audience légitimement même, on sent cette agression sur soi et c'est vrai que, bah, les émotions, on les ressent. On essaye d'avoir une complicité. Alors même si avec Christian Beaulieu, compte tenu de son niveau intellectuel, c'était un petit peu difficile, mais malgré tout, on avait réussi à avoir un lien entre nous. Donc j'essayais de communiquer avec lui, il essayait de voir avec moi, il me tirait sur ma robe lorsqu'il voulait me parler. Donc c'est vrai qu'il y avait un lien qui se faisait. Je sais que des confrères s'interrogeaient sur le fait de savoir comment je pouvais défendre quelqu'un qui avait commis cela. Certaines personnes ne comprenaient pas sur les commentaires, effectivement, sous le journal local que un avocat puisse défendre une telle cause. Les gens ne comprennent pas forcément qu'un avocat n'est pas son client. Moi, je suis avocat pour défendre quelqu'un. Je ne défends pas des faits. Je défends une personne. Si elle a fait, si elle n'a pas fait, on n'a pas la même défense, mais en tout cas, moi, je défends une personne. On était un peu seuls contre tous. C'est vrai que, rien que dans la salle d'audience, dans la mesure où Christian Beaulieu n'avait quasiment pas de famille, en tout cas, il n'avait personne pour le soutenir, toute la salle d'audience est hostile. Dans la mesure où c'est la famille et les gens de la Nièvre et notamment du village qui sont là et qui sont là pour avoir justice. Donc évidemment, il y a une demande de justice très forte qui va contre Christian Beaulieu et donc contre moi aussi. L'audience commence, donc les formalités d'usage se font. On commence un petit peu sur la personnalité de Christian Beaulieu. Il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement frustre, qui a eu une enfance où il a été, placé, c'est la misère vraiment la misère absolue que j'ai rarement vue. Une misère, sociale, une misère sexuelle, une misère familiale, il a été violé, par, des employeurs, ses premières expériences sexuelles, ça a été avec des animaux. C'est vraiment quelque chose de très particulier. On est vraiment sur le quart-monde absolu. Ensuite, on aborde les faits et très rapidement, Christian Beaulieu refuse de parler et refuse de répondre aux questions de la présidente et il explique que, il a des ordres de son avocat. Ce qui
pose problème puisque je ne lui avais à aucun moment donné d'ordre. Évidemment, ça commence à réagir notamment dans le public et le procureur de la République, aussi qui assure le rôle d'avocat général à ce moment-là, réagit en se demandant: «Mais pourquoi ne voulez-vous pas répondre?» C'est vrai que ça fait un incident et je désamorce cela en disant: «Ben, monsieur ne souhaite pas répondre en application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit de se taire». Ça se calme et il accepte, in fine, il répond aux questions, de la présidente et notamment de l'avocat général et c'est à ce moment-là où l'avocat général, de façon très intelligente, réussit à lui faire avouer les faits et la façon d'avouer est un peu particulière puisqu'il explique qu'il parle de lui à la troisième personne en disant: «L'autre a fait». L'autre a trouvé l'enfant, l'autre a emmené l'enfant avec lui. Il décrit les faits tels qu'ils apparaissent en procédure en n'utilisant jamais la première personne. Il parle toujours de lui à la troisième personne en disant: «Lui, il a fait, il a fait, il a fait». La stratégie que j'avais adoptée préalablement se modifie totalement puisqu'on partait sur plaider un acquittement, donc on ne peut plus, évidemment ça ne tient plus et donc on va plaider sur la personnalité, sur les éléments en disant: «Voilà, monsieur Christian Beaulieu reconnaît les faits, donc dans ces conditions, on va essayer de travailler sur la peine qui sera prononcée par la cour d'assises». Lorsque je vois, Christian Beaulieu pour préparer le dossier, j'essaye beaucoup de méthodes pour essayer de le faire avouer. J'essaye la connivence en disant: «Je suis votre ami, on va travailler ensemble, dites-moi ce qu'il s'est passé». J'ai essayé aussi d'être un petit peu ferme avec lui, de hausser le ton pour lui dire: «Maintenant vous me dites la vérité, expliquez-moi, est-ce que, c'est vous qui l'avez tué? C'est vous qui avez fait les faits?» Il me dit toujours: «Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, les gendarmes m'ont poussé à avouer, les faits». Donc c'est vrai que je suis extrêmement surpris lorsqu'il avoue devant la cour d'assises sans aucune pression, lorsqu'il avoue, sur question de l'avocat général qui réussit à le faire, déclarer qu'il a commis les faits. On s'oriente sur autre chose avec des éléments qu'on a déjà préparés et déjà intégrés. De toute façon, on envisageait de plaider, sur la personnalité de Christian Beaulieu. On travaille là-dessus, même si on avait déjà des idées puisque dans le dossier, il y a, 2 expertises psychologiques, je crois et 2 expertises psychiatriques. Donc on a quand même un dossier qui est assez fouillé. On a l'enquête de personnalité, on a les éléments liés aux précédentes, enquêtes pour lesquelles il a été, qui ont entraîné des condamnations. Donc on a quand même un dossier sur la personnalité qui est assez fouillé. On l'avait évidemment travaillé en défense pour préparer cela et assurer au mieux sa défense pour ne pas être surpris. Mais c'est vrai que je savais que ça pouvait arriver évidemment. Quel que soit le procès, c'est jamais figé. Je m'adapte. Après, est-ce que je suis confiant? Non, parce que l'enjeu, malgré tout, est toujours important. On a toujours une peine encourue qui est la perpétuité. La pression est toujours aussi importante. Donc la stratégie, c'est de démontrer que Christian Beaulieu n'est pas le monstre que l'on décrit. Même s'il a commis les faits, heu, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance, qui a eu des difficultés et qui doit avoir une peine qui est adaptée à son histoire, à sa pathologie, parce que je pense qu'il a des troubles du comportement. Il est déclaré coupable par la cour d'assises et il est condamné à ce qu'on appelle la perpétuité réelle, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Donc qui est la peine la plus importante en France, ce qui est quand même très important. Donc c'est la peine maximale qui avait été prononcée, je crois, 1 ou 2 fois avant ce dossier-là. Je m'y attendais. Après, une peine ne se prononce pas exclusivement sur la gravité des faits. C'est vrai que, j'espérais qu'on prenne en compte les éléments de personnalité liés notamment à sa psychiatrie. Ce n'a pas été le cas, dont acte, après, je peux comprendre aussi la cour d'assises qui a prononcé cette peine. On est en décembre 2007. J'y ai passé 1 an et demi dessus où j'ai passé, des journées entières à éplucher, des heures à aller le voir en maison d'arrêt, notamment à Dijon, à préparer l'audience. Il y a eu des heures d'audience et c'est vrai que prendre une peine aussi importante, c'est toujours difficile à encaisser parce qu'on se dit: «Ben, on n'a pas été assez convaincant nécessairement», parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie pendant un certain temps et c'est vrai qu'aboutir là-dessus, c'est difficile. Même si intellectuellement on le comprend, émotionnellement, c'est quelque chose de difficile à encaisser. Il réagit pas tout de suite parce que je pense qu'il ne comprend pas la peine qu'il prend. Donc je lui explique d'abord la peine qui a été prononcée. Donc là, il commence un peu à comprendre, même si je ne pense qu'il ne réalise pas. Ce n'est qu'après, quand je vais le voir en maison d'arrêt, qu'il réalise qu'il a pris la peine maximale. Il me dit: «Mais non, moi je veux pas ça, je veux faire appel». C'est la peine maximale, donc il pouvait pas prendre plus. Donc il a rien à perdre. En appel, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a moins de pression. D'une part, c'est vrai qu'on est en appel, donc le procès a déjà eu lieu une fois. Il y a beaucoup moins de journalistes. Il y en a un petit peu au début, mais
au fur et à mesure de l'audience, ils s'en vont. Il y a le procès de Fourniret qui a lieu en même temps. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une situation où il y a 2 procès pour des faits un peu identiques, de meurtre sur enfant, à des endroits différents, et je crois que c'était le premier procès Fourniret. Donc évidemment, la presse judiciaire, était plus intéressée, je dirais, par ce procès-là, et c'est vrai que le deuxième procès était plus apaisé, la salle d'audience était moins pleine. C'est vrai que la pression extérieure, à ce moment-là, est moins importante. Ma fille est née, est venue au monde, et c'est vrai que je me pose la question, j'ai un enfant, est-ce que je suis capable, maintenant que j'ai ce sentiment, enfin de cette paternité à l'égard de cette petite fille, est-ce que je suis capable de défendre quelqu'un qui reconnaît avoir tué un enfant? Notamment par rapport aux parents qui sont présents, qui ont cette perte-là. Imaginez la perte qu'ils ont subie. Je pense que ce n'est pas possible même quand on est parent. Mais malgré tout, je réussis à le défendre, à travailler parce que c'est totalement possible, c'est totalement compatible. Il y a aucune raison. Même si plusieurs personnes m'ont posé la question: «Mais maintenant que tu es père, est-ce que tu réussis à le défendre?» Oui, oui, je réussis à le défendre. C'est pas du tout incompatible, je le répète, je ne défends pas un crime, je défends une personne. J'en parle à mon épouse à ce moment-là, et je lui fais part de mes interrogations, et elle est d'accord avec moi sur le fait qu'on défend un individu, on ne défend pas des faits. Oui, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Je défends quelqu'un qui a peut-être commis l'innommable, l'indicible, mais qui doit être défendu, et on doit pouvoir expliquer comment il en est arrivé là. La culpabilité est confirmée, sauf que la cour d'assises réduit la peine prononcée, ne prononçant plus la perpétuité. Christian Beaulieu doit faire 30 ans de prison, incompressible. Michel Fourniret, qui est jugé à ce moment-là, condamné la veille, avait lui pris la peine maximale. Pour des faits plus graves, je crois qu'il y avait plusieurs enfants. Donc c'est vrai que c'était, à mon avis, difficile de mettre au même niveau quelqu'un qui a commis un seul crime de quelqu'un qui en a commis plusieurs. Je vais le voir évidemment juste après le rendu de la décision, et là on discute et il me dit ben, on arrête, c'est fini. Il me remercie, et je suis épuisé. Une semaine d'assises, c'est éprouvant physiquement, surtout lorsqu'on a une telle pression médiatique, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans la cour d'assises et en dehors. Donc c'est vrai que la pression retombe beaucoup moins. Et épuisé moralement, épuisé intellectuellement, parce que ben, on a tout donné. On a tout donné pour avoir la meilleure décision possible. Et c'est vrai que on est complètement lessivé lorsqu'on sort d'un procès tel que celui-ci. Dans un premier temps, quelques mois après, je lui écris de temps en temps, sauf que je n'ai pas de réponse. Christian Beaulieu avait beaucoup de mal avec l'écriture, donc ce qui n'était pas forcément très étonnant. Et ensuite, il change de maison d'arrêt. Je pense qu'il part soit en centre de détention, mais peut-être plutôt en maison centrale, compte tenu de la peine qui a été prononcée, sans que je sache où il va. Donc c'est vrai que c'est difficile de garder un lien si celui-ci ne m'écrit pas. J'ai des clients qui n'ont absolument plus personne et qui ont des longues peines, et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de n'avoir personne à l'extérieur. Lui, je n'ai eu aucune nouvelle. Quelques confrères que je respecte beaucoup. Il y a mes patrons, mes employeurs de l'époque qui m'ont félicité, et un confrère pénaliste d'un barreau à proximité qui m'a envoyé une carte très touchante, qui m'a simplement indiqué bravo pour ton courage et ta persévérance. J'ai été très touché parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai plaidé avec lui aux assises quelques fois. Vraiment, et d'autres confrères m'ont indiqué que ils étaient ils me félicitaient, et ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai que ça a été difficile, et avoir la reconnaissance de ses confrères, c'est quelque chose qui fait du bien. Avant, lorsque j'étais devant la cour d'assises, j'étais pas du tout assuré. Je le suis un peu plus. Lorsqu'on a des réquisitions qui sont la perpétuité, ça crée une sorte de blindage pour l'avocat qui réussit à le gérer ensuite plus facilement. J'adore le boulot que je fais. Il y a beaucoup d'inconvénients, ça c'est certain. Mais je trouve qu'on a une liberté qui est inégalable. À aucun moment, les clients ne me dictent ce que je dois dire. C'est moi qui décide. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je décide, eh bien, ils changent d'avocat. Donc j'ai une très grande liberté. Et c'est, je dirais, un des grands avantages. Et c'est vrai que
On est là pour aider, on a un rôle qui me semble important, défendre quelqu'un, qu'il ait commis ou pas des faits, je dirais peu importe. Je trouve que c'est une très belle mission et qui est importante et de plus importante, compte tenu de l'évolution de la société. Je trouve que les gens sont souvent mis à l'index et donc je pense qu'il faut les défendre. C'est certainement un de mes plus gros procès. C'est mon premier très gros procès sur une semaine, procès criminel. C'est un de ceux qui m'a le plus occupé, qui m'a le plus appris aussi à tous les niveaux, au niveau professionnel et aussi au niveau humain. J'ai énormément appris sur la souffrance que l'on peut endurer de part et d'autre, sur la vie qui peut être un enfer lorsqu'on est jeune dans les années 50-60, puisque ce qu'il a vécu, c'était un véritable enfer, et sur la paupérisation d'une certaine frange de la société qu'on ignore quasiment et qu'on redécouvre lorsqu'on a des procès tels que celui-ci. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris, donc c'est vrai que je garde certains éléments, certaines parties du dossier, ça je le garderai toujours. Je suis fier, je pense qu'un jeune avocat qui a l'occasion de défendre ça, ça peut être une fierté, donc oui, je suis très fier. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 171, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et montage, Victor Benamou. Réalisation, Benjamin Septem-Ours. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.